Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de débat pour la nation. Débattre de questions importantes, des questions qui gangrènent la République démocratique du Congo. Tel est le leitmotiv de cette émission. Débat des questions qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Débat des questions, des bonnes questions, des questions de base, des questions de survie, des questions d'intérêt national, d'intérêt commun, qui peuvent changer le pays. Parce que le savoir engendre le pouvoir qui crée l'avoir. Il faut avoir le savoir. Comment le procurer? Il faut lire, jeune. Il faut lire, étudiant. Il faut lire, encore lire. Nelson Mandela disait, étudiez, cultivez-vous pour que vous puissiez être utile à votre nation. Et des armes, des intellos. Merci à la sympathique attention que vous nous avez accordée. Vous nous avez beaucoup manqué. Nous, c'est Débat pour la Nation, Perfect Télévision. Vous nous suivez à Kinshasa, capitale de la RDC. Vous nous suivez aussi sur Nyota Télévision sur Canal Sat. Vous nous suivez aussi de par le monde sur YouTube, Peter Tiani RDC TV. Nous sommes très reconnaissants. Merci à l'équipe technique, merci à Dani qui est avec nous et merci à Tombo qui assure la réalisation de cette émission de main de maître et aussi à notre assistante Faylor Bola. État de siège, on en parle dans cette émission, réussite ou échec. Après la table ronde, que peut-on retenir de cette rencontre? Quel est le substrat? Quelle est la quintessence de cette rencontre? Je vais vous avouer que j'ai suivi jusqu'à la fin. Je suis un peu resté sur ma soif, un peu dubitatif sur voilà, mes figues, mes raisins. Les bons côtés, les mauvais côtés, mais quelle est la décision finale? White and See, on en parle dans cette émission avec une radioscopie sur cette question. Ça tire directement à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans l'Ouest, et même à Kinshasa. On parle même des Ougandais qui auraient poussé les bornes, les limites, à l'intérieur de frontières congolaises. Ça pose problème, fidèles téléspectateurs. On en parle dans cette émission, processus électoral, et aussi un mot sur la jeunesse. Nos jeunes, quel apport pour notre pays? Parce que je pense que c'est un grand homme américain qui a dit ne te demande pas ce que le pays fera pour toi, mais demande-toi ce que toi tu feras pour le pays. Je pense que c'est Kennedy. Alors, on va y réfléchir sur ces questions pour que nos jeunes soyons utiles à notre nation. C'est ainsi que j'ai invité une autorité du pays. Il a été sénateur FCC, docteur en droit. Il est le fils d'un grand homme du pays. Un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime. J'aimerais même lui dire bonjour un jour, cet homme que je vois de loin. Je le dis à la télévision parce que c'est un homme qui a construit son nom dans l'honneur. Le général Didier Toumba. Lui, c'est son fils, que je reçois sur ce plateau, mais il est sénateur, personnalité du pays. Monsieur Tristan Etumba, honorable bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Peter. Docteur en droit. Docteur en droit. Waouh. Merci. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Je vais bien, vous êtes du FCC, sénateur. Exactement. Ça se passe bien au Sénat? Ça se passe très bien. Combien de lois déjà? Oh là là, écoutez, on n'a pas seulement fait... Vous, personnellement, je parle de vous. Je crois qu'en septembre, je vais certainement initier une proposition de loi, vous en serez tenu informé. Qui va porter sur quoi? L'environnement. Ah, ok. Tout à fait. Le Congo est un pays riche dans tous les secteurs. Tout à fait. Qui va certainement encore... le bassin du Congo, deuxième... L'avenir planétaire. Et donc, le bassin du Congo a un avenir... deuxième poumon mondial après l'Amazonie. Il a un rôle à jouer, effectivement, puisque c'est le deuxième poumon après l'Amazonie. Et je trouve que c'est un bassin qui est pris à la légère. Et donc, nous devons nous battre auprès des organisations internationales pour débattre sur les questions touchant aux compensations écologiques. Vous savez, même si vous êtes docteur en droit, mais il y a des choses qui sont génétiques dans la vie. Et étant fils de quelqu'un qui maîtrise bien le domaine sécuritaire, je me sens très à l'aise de parler avec vous, d'aborder avec vous des questions sécuritaires, parce que je sais que par moments, il arrive que de père à fils, qu'on parle, qu'on réfléchisse un peu sur des questions sécuritaires. On en a besoin aujourd'hui, il y va de la survie du pays. Vous avez suivi la table ronde? Bien avant cela? J'ai suivi la table ronde, mais bon, avec mon père, nous parlons de plusieurs autres sujets. Notamment, nous sommes des personnes attachées à la foi.
la foi en Jésus-Christ, et donc il nous arrive d'échanger aussi sur ça. Et vous êtes Pas chrétien. que sur la sécurité, tout à fait. Votre papa est chef d'état-major pendant 10 ans au pays, Exactement. qui envoie les gens de la guerre tuer des gens. Vous priez, vous priez quel Dieu? Oui, mais quand... Mais vous avez vu le rapport mapping. On a cité tous les non, mais auteurs présumés. quand nos militaires partent en guerre... Laissez-moi au moins finir. Vous avez vu le rapport mapping où on a cité quelques noms, par respect, on ne va pas le faire ici. Le général Etumba n'est nullement cité où que ce soit. Ni, il a les mains propres. Il a les mains propres. Ça, je confirme. À aucun et un militaire bien formé. De guerre que ce soit. Il doit être un BEM, hein. Il doit être un BEM. Hein. Oui, il est breveté d'état-major, criminologue, licencié en criminologie de l'université de Liège. Donc il a fait à l'époque l'école royale militaire et l'université de Liège. J'ai craint de sauter les étapes du sujet pour vous poser la question. Je vous en prie. Comment ce pays peut avoir des Didier Etumba, mais qu'on joue avec nous par des Rwandais comme ça? Je saute un peu, je veux revenir à l'état des sièges. Ça s'explique comment? Non, mais bon, écoutez, c'est une question de temps et d'époque, de circonstances. Je crois que Didier Etumba, à qui vous faites allusion, qui se trouve être mon père, lorsqu'il occupait ses fonctions de chef d'état-major général, les a faites dignement. Et la preuve, il avait, grâce à sa vision, mais on a tapé les M23, la vision du président Kabila, les deux d'ailleurs, avaient battu en brèche le M23 en 13 jours seulement. Donc je crois que c'est une époque, elle n'est pas encore évolue. Bon, nous sommes en train de voir ce que le gouvernement... Mais pourquoi il n'aide pas le Congo aujourd'hui d'utiliser la même stratégie pour taper ces délinquants de M23? Sincèrement, je n'en sais rien. Vous savez que l'alternance politique et démocratique qui a été présentée par le président Joseph Kabila comme le seul moyen de garantir notre démocratie a permis à ce que son successeur, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, arrive au pouvoir, et donc c'est lui qui a les commandes du pays, c'est à lui qu'il faut poser ce type de questions. C'est à lui de nous répondre, à nous les Congolais, qu'est-ce qu'il en est de la situation à Bunagana et de la situation par exemple à Rutshuru ou à Massissi, ou encore hier, on a assassiné tué des Congolais civils alors que les forces de l'EAC sont là justement pour jouer un rôle d'observation ou du moins de garantir la sécurité. De qui se moque-t-on là? À ce niveau-là. De qui se moque-t-on? Je n'en sais rien. Nous en parlerons, je crois que nous avons le temps de poursuivre. Et état de siège, vous avez suivi la table ronde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'état de siège? Bon, l'état de siège, d'abord, c'est, pour la définir, c'est un dispositif juridique, légal et constitutionnel enclenché par le gouvernement d'un État pour réguler une crise armée, une crise parfois même humanitaire ou encore une crise d'agression. Et un État qui fait face justement à ce type de crise que je venais d'énumérer peut voir son gouvernement justement enclencher ce processus pour restaurer la paix, la rétablir dans un territoire bien donné. Donc l'état de siège en soi est un concept intéressant qui aurait plutôt permis à la RDC de protéger son intégrité territoriale. Sauf qu'après 150 prorogations, vous savez que je suis sénateur. Et donc nous avons passé notre temps au Parlement, les collègues députés et sénateurs, à proroger cette loi. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que ça s'avère être un échec cuisant parce que les massacres sont perpétrés, parce que les réfugiés sont encore amassés dans plusieurs camps sans qu'une solution humanitaire ne soit trouvée, mais également parce qu'il y a énormément de déplacés encore au niveau... Non, mais le gouvernement parle des réussites. Donc, on ne peut pas dire que c'est une... On a maximisé les recettes dans l'Est, on a maîtrisé un certain nombre de choses. Maximiser quelles recettes? Maximiser les recettes avec l'exploitation illégale des ressources minières du pays, c'est ce qu'on veut nous dire. Lorsque le Rwanda et l'Ouganda s'organisent pour prendre Bunagana pendant une année sans qu'une solution tangible
ne soit trouvé. Vous voulez nous dire que c'est ça la réussite? Je vous signale qu'en ce moment-ci, Bounagana reste occupé. Reste occupé et je me demande parfois de qui on se moque dans toute cette affaire. Mais pourquoi vous prorogez? Vous avez plusieurs fois prorogé, 150 fois vous dites, sachant que c'était un échec déjà. Il y a eu des contestations en interne. On ne va pas dire que nous avons prorogé sans pour autant soulever quelques désaccords. Cependant, nous avions voulu accorder une chance au gouvernement pour voir quelles seraient ses limites, mais aussi pour voir quelles seraient ses capacités, afin de répondre à cette situation qui n'a que perduré à l'est du pays. Malheureusement, pour les Congolais, le gouvernement s'est avéré inefficace et nous nous rendons bien compte, ça saute à l'œil nu, que c'est un échec. Donc, dire le contraire serait C'était une mauvaise décision selon vous, l'état de siège? Oui, je crois que le président de la République actuelle, M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui se trouve en même temps être le commandant suprême des forces armées, d'après la Constitution, a fait le mauvais choix. Il a fait le mauvais choix en optant pour l'état de siège. Je pense sincèrement qu'il aurait dû miser sur la construction d'une armée efficace, républicaine et dissuasive. Chose qu'il n'a pas faite? Des choses malheureusement qu'il n'a pas voulu réaliser, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on a été infiltré pendant longtemps sous Joseph Kabila, Félix Tshisekedi a hérité de cette situation donnée par Kabila. Il ne faut pas ramener de l'amalgame, il ne faut pas amuser la galerie en tenant des propos pareils. Joseph Kabila est le président de la République qui a initié à son époque énormément de réformes. Énormément de réformes qui ont fait en sorte que nous puissions éradiquer plusieurs groupes armés qui ont fait en sorte que le pays soit infiltré par les étrangers. Non, pas du tout, pas du tout. N'oubliez pas qu'à l'époque où Joseph Kabila quitte le pouvoir, c'est-à-dire le 24 janvier 2019, le M23 était battu en brèche et nous n'avions que 40 groupes armés non étatiques qui pullulaient encore à l'Est, qui commettaient quelques actes illégaux. Et aujourd'hui, nous en sommes à 160. Vous pouvez m'expliquer cela? Moi, je me repose la question. Moi, je crois plutôt que Joseph Kabila est un président, ancien président, président honoraire, qu'il faut plutôt féliciter. Dans son temps, il a eu à mener de très bonnes actions qui ont redoré le blason de la RDC en tout point de vue. Pour beaucoup, le verre était dans le fruit. Joseph Kabila a laissé à Félix Tshisekedi une situation pourrie. Les nominations qu'il a pu faire dans l'Est, où il y avait beaucoup d'officiers, entre guillemets, qui ont trahi la nation. Aujourd'hui, il y en a certains qui sont en prison. Félix Tshisekedi est en train, en fait, de faire un toilettage. Non, pour laver d'abord. Je crois qu'il faut pas. Voilà. Je crois qu'il faut respecter notre armée. Il ne faut pas tout le temps torpiller sur elle. Après tout, c'est des personnes qui ont juré de sauvegarder la nation jusqu'au sacrifice de leur vie, sacrifice suprême, et je crois qu'il est temps qu'on leur accorde un peu de respect. Où est-ce que vous avez vu des gens d'étaler face à l'ennemi? Où est-ce que vous avez vu des infiltrés? Moi, je ne pense pas. Je crois que le plus gros souci que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est un problème de gouvernance. C'est à ce niveau-là que le bas blesse. La gouvernance pose problème. Sama Lukonde gère mal. C'est un problème de vision. Bien sûr que Sama Lukonde gère très mal. Sama Lukonde est à la tête d'un des gouvernements les plus faibles de l'histoire. Disons-le sincèrement. Je crois que même le président de la République actuelle s'en rend bien compte. Vous pouvez bien le gouvernement Samala, c'est le plus faible. Vous pouvez bien le voir que Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, s'en rend compte lui-même. Comment ça? Parce qu'il est dans tout. On le voit partout. Il est en train de suivre tout ce qui se passe sur le terrain. Dans le détail. Dans les détails. Comme si le gouvernement n'existait pas. On a l'impression qu'il se rend bien compte que son Premier ministre n'arrive pas à porter le taureau par les cornes et que la tâche s'avère de plus en plus difficile pour lui et que lui, en tant que chef de l'exécutif, il doit être à tout moment dans toutes les affaires. Mais vous reprochez quoi à Sama si le président de la République veut descendre là où il ne peut même pas lui-même descendre? Il vient faire, voilà, vous allez reprocher quoi à Sama? Quand le président vient, il s'éclipse, c'est pas de sa faute. Si le président veut au même moment être partout,
Il ne faudrait pas que Sam Sam ne peut pas voler la vedette au chef de l'État. Quand le chef d'État veut être partout à tout moment, bon. Non, c'est pas une question. Sam concède. C'est pas une question de vedette. Notre Constitution répartit les pouvoirs. Et il y a ce qu'on appelle, dans cette loi fondamentale, la séparation des pouvoirs selon Montesquieu. Et là, vous avez 3 types de pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif, vous avez le législatif pouvoir et judiciaire. Et le pouvoir judiciaire. Et Samuel Condé et le président de la République font partie de ce premier pouvoir que j'ai cité, exécutif. Il y a l'un qui est le chef de l'exécutif, il est connu, c'est Félix-Antoine Tshisekedi, et l'autre qui est le chef du gouvernement. Et le gouvernement, d'après la Constitution, est bel et bien chargé de mener la politique multisectorielle de l'État. Et donc cette fonction, on dit bien en droit que la compétence et l'attribution, ce rôle est dévolu à Samuel Condé. C'est à lui aussi, en dehors de Félix Tshisekedi, d'apporter les solutions adéquates pour l'essor du peuple congolais. Malheureusement, nous constatons qu'il est assez faible. Les questions de l'armée, c'est pas aussi seulement ça, c'est l'état-major, le chef d'état-major, voilà, c'est la chaîne de commandement. Hein. Revenons-en à cette question de sécurité. Qu'est-ce qui, selon vous, est à la base de l'insécurité dans l'Est du pays? Je pense qu'à la base de l'insécurité, c'est d'abord le leadership qui dirige le pays, qui en réalité n'a pas une vision efficiente sur la question de sécurité. Deuxièmement, je crois qu'il y a un problème au niveau de la construction d'une autonomie stratégique de défense pour le bien fondé de ce pays. Je crois que le gouvernement n'intègre pas assez que nous sommes entourés de 9 pays voisins qui ont pour but de convoiter nos ressources naturelles. Et donc, tant que le gouvernement n'aura pas suffisamment inscrit cette question dans sa façon d'agir, le problème va perdurer. Le gouvernement aurait dû construire justement une autonomie stratégique qui serait bâtie sur un triptyque que nous appelons formation, casernement et équipement, afin de rendre nos forces armées suffisamment dissuasives, républicaines et consolidées, capables de mener des opérations ciblées sur le terrain. Malheureusement, on sent que le gouvernement tâtonne sérieusement. On sent que le gouvernement navigue à vue. Que voulez-vous que je vous dise? Ça ne peut pas marcher dans ce cas de figure-là. Parce que le gouvernement, en réalité, n'a aucun programme, n'a aucun chronogramme pour faire de nos forces armées des armées suffisamment combattantes. Mais ces forces armées, Félix leur a pris. Vous leur avez laissé, vous, du FCC, vous leur avez laissé dans quel état ces forces armées? Il ne faut pas demander à Félix Tshisekedi le ciel pendant qu'il est encore sur terre. Écoutez, le président de la République, il est le président... Il a d'abord reconstitué l'armée, une armée que vous avez laissée en lambeaux. Hein. Non, je ne crois pas. Il ne faut pas essayer de tromper l'histoire. Lorsque le président Tshisekedi arrive quand même, il trouve une armée suffisamment assise. Je vous ai dit tout à l'heure, une armée qui avait réussi à faire des prouesses. Nous n'allons pas revenir sur ces questions-là, puisque nous l'avons déjà évoqué dans ce plateau. Le problème avec le président Tshisekedi, qui est arrivé justement depuis 2019, c'est de ne pas avoir un plan détaillé. Je crois que cela fait en sorte que nous rétropédalons, en fait, sans arrêt. Nous rétropédalons. La vision est suffisamment floue. Le système de la diplomatie de défense au niveau régional est quasi inexistante. Tantôt, on se rapproche de nos adversaires d'antan, le Rwanda et le Burundi et l'Ouganda, et de l'autre côté, on s'écarte d'eux sans pour autant apporter d'autres... Tantôt EAC, tantôt SADC, c'est ce que vous voulez dire. C'est pire que tout. Là, on assiste à une catastrophe jamais vue auparavant.
on assiste à une superposition. On tâtonne, on dirait. On tâtonne, on assiste à une superposition des forces armées étrangères à l'est du pays qui nous inquiète. Vous savez que ces forces, en parlant déjà de l'EAC, ont un mandat d'observation. Moi, il m'arrive de dire qu'il ne s'agit plutôt que d'un mandat d'inobservation. Parce que on n'arrive pas à savoir exactement quel est leur rapport à l'Est. Est-ce qu'elles sont là pour protéger les civils? Est-ce qu'elles sont là pour mener des activités à titre humanitaire? Ça, on ne le sait pas. Normalement, les forces de l'EAC, puisqu'on en parle, on fera bien avec la SADC. Déjà que je ne suis pas partisan qu'une autre force vienne s'en rajouter. Heureusement que je ne suis pas le seul. J'ai ouï dire et entendre que Jean-Pierre Bemba, au sein du gouvernement, n'est pas prêt à ce que les forces de l'EAC poursuivent leurs opérations qui, in fine, n'aboutissent jamais à rien. Parce qu'en réalité, elles auraient dû faire usage de la force pour pouvoir justement dissuader les ennemis, dissuader le M23. Et l'usage de la force est souvent entreprise à trois niveaux. Il y a d'abord l'usage de la force non létale. Là, on va mener des actions de dissuasion en mettant en œuvre des patrouilles pédestres aériennes, même routières, pour dissuader les velléités de balkanisation par l'ennemi. Il y a aussi l'usage de la force, cette fois-là létale, où les forces en pleine opération peuvent user de la force meurtrière pour faire respecter les droits de l'homme, tout en tenant compte, cette fois-là, des principes de droit humanitaire qui sont les principes de précaution, de nécessité et de responsabilité. Enfin, il y a les mesures de préemption qui sont importantes, car ces mesures nous permettent de contenir l'agresseur en mettant sur pied ce qu'on appelle des opérations civilo-militaires. Et ces opérations civilo-militaires, en fait, sont un package dans lequel on trouve des programmes de désarmement, tels qu'aujourd'hui on parle du programme de désarmement et de mobilisation de relèvement communautaire et de stabilisation. Non, le DDR, c'était avant. Maintenant, on a changé. Okay. C'est un programme d'intégration renouvelé. Et là, on va essayer d'éduquer les populations, on va essayer de les appuyer sur le plan matériel pour essayer de consolider justement la paix dans un territoire donné. Sauf qu'on constate qu'aucune de ces démarches n'est entreprise et donc il ne s'agit ni d'une force d'observation, donc d'interposition, encore moins une force qui détienne un mandat offensif que ce soit. Alors c'est ça cette controverse qui dérange. Hier le Congo bat le M23. Aujourd'hui on n'arrive pas, on va même appeler une force. Plusieurs pays, on n'arrive toujours pas. Est-ce que cette question ne nous dépasse pas? Est-ce que ce ne sont pas ceux qui tirent dividendes de nos minéraux dans l'Est, tous ces multinationaux-là, et ces grandes puissances mondiales qui sont derrière ça, et que le problème, la question dépasse Félix Tshisekedi? C'est vous qui le dites. Parce que un petit Rwanda, comment un petit Rwanda va jouer avec nous? Alors tant pis, c'est que ça ira de mal en pis. Parce qu'un président de la République ne devrait justement pas être dépassé par des situations telles que celle-là, par des crises qui touchent directement aux intérêts de son peuple. Alors là, c'est très grave. Ça veut dire? Mais ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucune politique de défense qui, jusqu'ici, a été pensée par le gouvernement. La défense, la diplomatie. Il n'y a aucune pensée stratégique détenue par le gouvernement pour pouvoir renverser cette crise. Ça, je vous le dis franchement, c'est regrettable, mais c'est cela. Bon, toutes ces signatures-là qui ont été prises, là, tout ce qu'on a fait là, pouvez-vous nous dire, le Sénat, vous étiez au courant, vous avez donné votre quitus pour qu'on n'aide pas pendant par l'EAC, qu'on emmène la force ici. Quel a été votre rapport, vous, le Sénat? Pas du tout. Et ça, si vous pouvez suivre certaines vidéos portant sur mes interventions au niveau du Sénat, j'ai eu à déplorer cette question particulièrement. Normalement, lorsque on doit avoir des débats de haute importance comme celle de faire venir
des armées étrangères pour pouvoir interopérer dans notre territoire, il faudrait que le Parlement avalise des questions majeures comme celle-là. Malheureusement, nous avons été escamotés, dribblés. Vous avez été dribblés. Nous avons été dribblés. Dribblés par qui? Peut-être que le gouvernement, je n'en sais rien, a certainement préféré recourir à la loi d'habilitation d'urgence pour pouvoir traiter la question de manière directe. Mais sincèrement, je pense que c'était une erreur grave d'avoir opté pour ce choix-là. Le Parlement aurait dû débattre sur la question parce que, rappelez-vous, en Ouganda, ça a été une question débattue même avec au Kenya. tous les parlementaires ainsi qu'au Kenya. Même au Kenya. Sauf que nous, les premiers concernés ici, nous avons été carrément mis de côté. Vous avez été dribblés. Et c'est déplorable, dribblés. Qu'est-ce que ça vous fait maintenant quand on a cette situation-là, avant que je ne vienne à la question de solution? L'attitude qu'il y a à Kinshasa. Nous, ici à Kinshasa, on fête, hein. On mange, on boit, on danse. Mais il y a une partie du territoire qui... Il y a même plusieurs parties du territoire qui sont entre les mains des étrangers. Que pensez-vous de cette attitude? Je commence par même, vous les autorités, les sénateurs, les députés, vous êtes dans les... Voilà, vous êtes partout où il y a du bruit. Vous êtes toujours dans les bruits. Et nous, le peuple, l'a pris. Bien sûr que c'est une attitude exécrable. C'est une attitude à éviter au maximum. Lorsque le pays est menacé tel que nous, après plus de 2 décennies, et qu'aujourd'hui on assiste à une escalade de la crise comme jamais nous l'avons vécu auparavant, il est tout à fait évident qu'il faut proscrire certaines méthodes. Okay. Par exemple, les méthodes de se laisser entraîner par une certaine opulence, une certaine luxuriance de la vie. Dans une bourgeoisie comprador. Dans une bourgeoisie festive de manière continue. Je crois que ça, quand même, il faudrait absolument revoir ce type d'attitude. Non seulement pour que la population ne puisse pas nous tenir en responsable ou en autorité purement évasive sur les soucis qui nous frappent tous, mais également pour notre propre image. Je crois que quand on est élevé au plus haut point de la nation, en tant que député, sénateur, ministre, président de la République, Premier ministre, il faut avoir de la retenue. Mais cela n'exclut pas que l'on prenne parfois un petit verre en famille, mais je crois que la retenue doit être mais visiblement, on voit des ministres avec leurs femmes, des ministres avec leurs femmes en train de se toucher dans les fêtes, en train de s'embrasser. C'est un spectacle que vous nous livrez les autorités aujourd'hui. C'est terrible. Écoutez, tout le monde est à la fête, ministre, député, chef, subalterne. Je ne suis pas de cela, mais je préfère laisser libre cours à chacun dans sa manière de penser. Sa culture. À chacun sa culture. Je ne vais pas aller jusqu'à à juger les autres de manière intempestive. Quelle piste de solution pour la situation de l'Est? La situation de l'Est, premièrement, il faut bâtir une armée. Une armée dissuasive, républicaine et solide, selon les standards et les circonstances dans lesquelles le Congo évolue. C'est-à-dire le Congo est un pays au centre de l'Afrique avec 9 pays frontaliers. Vous savez qu'un grand écrivain, Frantz Fanon, l'a dit dans une maxime, il l'a dit. Il dit que l'Afrique ressemble à un revolver sa gâchette et sa gâchette se trouve en RDC. L'avait-il compris bien avant nous? Je crois que cette phrase doit nous inspirer. Il faut d'abord construire cette armée. Nous en avons absolument besoin. Et je crois qu'il faut une table ronde autour de la question pour réellement relever les failles, maîtriser toutes les informations autour de la problématique et voir comment relever ce défi qui nous permettra finalement de faire face à nos ennemis. Et donc le Congo doit avoir une attitude plutôt défensive face aux ennemis. Elle ne doit pas se lancer dans des visées du type hégémonique,
pour pouvoir renverser les pouvoirs dans les pays qui nous entourent, ça ne servirait à rien. Renverser Kagame. D'autant plus que l'arrêter, l'emmener ici. D'autant plus que la Charte des Nations Unies, qui est la Lege Ferenda, sur toutes sur les questions touchant à la paix et la sécurité internationale, interdit le recours à la force par les États membres. Mais nous pourrions nous pourrions avoir une attitude défensive qui nous permettrait de protéger notre territoire et de mater tous ces mouvements et de mater tous ces mouvements rebelles. Pour ou contre que nous fassions la guerre contre le Rwanda? Pourquoi je serais contre, puisque l'agression rwandaise, nous la condamnons tous? Ça c'est clair, mais c'est pas ça la question. La question c'est quoi? Il faut plutôt se poser, est-ce que le fait d'attaquer le Rwanda réglerait nos soucis en interne? Je ne pense pas. Le souci que nous avons en RDC, c'est surtout de veiller à ce que notre intégrité territoriale demeure intacte, pour pouvoir donner la chance à un Congo fort et émergent dans le futur. Et ça, ça se dessine en ayant une armée forte, en ayant une politique de gouvernance irréprochable, en ayant un système de répartition de richesses pour les Congolais de manière équitable et juste. Répartition des richesses? Tout à fait. Vous voulez dire? Ben, je veux dire un pays où les Congolais vivraient en toute quiétude et que tous le ne voudront panier pas de la ménagère ne serait pas livré tous ne à voudront toute pas cette de dépréciation du taux du franc congolais à laquelle nous sommes en train d'assister durant ces derniers jours. Et tous ne voudront pas devenir députés et sénateurs. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire au regard des émoluments, injustice sociale. C'est-à-dire? Honorable, vous paye combien? Je n'en sais rien. Mais écoutez, je pense que le C'est vous qui parlez de la justice sociale, hein? Je pense que le moment venu, il faudra revoir tout cela pour essayer de pas faire injuste, en sorte que tous les ce que vous Congolais gagnez, puissent gagner équitablement. Quand vous nous parlez de justice sociale, ce que vous gagnez... Ne vous inquiétez pas, un par rapport sénateur aux militaires... n'a pas 20 quelque chose. Hein. Il semble que vous êtes un peu plus élevé. Non, bien plus bas. Mais ça nage... Et c'est les sénateurs eux-mêmes qui délibérément ont opté pour ce choix-là. Il semble que ça nage dans les 17-18 000. Pas du tout, c'est absolument faux. Bien plus bas. Je vous le rassure. Allez. Vous pouvez aller vérifier au Parlement, hein, c'est juste à côté. Mais c'est de même mieux que les militaires, les policiers, la justice sociale dont vous faisiez allusion. Effectivement, et c'est là que nous sommes appelés à révisiter toutes ces gangrènes-là pour réellement trouver une solution qui mettrait tous les Congolais ensemble et à l'aise. Autre sujet, c'est tout récemment, on a vu une communication, une déclaration, je crois que Dani va nous aider en ayant des extraits, où vous avez fait une déclaration par rapport au processus électoral. Vous avez quand même été très direct contre la CENI, avec Nanga, j'allais dire Nanga, Denis Kadima. Vous dites que la CENI n'est pas... impartial, vous dites qu'il y a un problème de financement, un problème de candidats. Vous n'avez pas un tableau sombre de la CENI. Vous dites que vous avez des propositions à faire. J'aimerais quand même qu'on revienne d'abord à votre déclaration que vous aviez faite pour que nous entrons dans le bain. Comme ça on parle processus électoral, qu'on puisse comprendre un peu pourquoi vous avez été assez méchant comme ça à l'égard de Kadima. Il y a un problème que vous... Non, on n'a pas été méchant, non, pas du tout. On n'a rien contre ça. On vous appelle les patriotes si vous êtes sénateur. Nous n'avons rien contre M. Kadima, loin de là. Certains ont reproché votre déclaration un peu... tonitruante. Tonitruante, non, très tonitruante. Pas du tout, elle était classique, elle était même sympathique. Nous n'avons pas essayé... Pas de termes de diplomatie, on dit que vous étiez très direct avec votre... C'est-à-dire quoi, direct? Vous étiez brut à l'égard de... Mais bon... Denis Kadima. Non, pas à l'égard de Denis Kadima. De la CENI. Du format que porte la CENI actuellement. Je crois que c'est ça que nous ne voulons pas. On va revenir sur la déclaration, on va suivre, je vous remercie. Et on va décortiquer. À tout à l'heure. Le collectif Les Patriotes
groupe d'hommes et des femmes engagés pour un Congo prospère, fort et émergent, dénonce avec la dernière énergie l'insécurité chronique et la dégradation économique desquelles les Congolais sont victimes au quotidien. Des Congolais abandonnés à leur triste sort, sans que leur gouvernement ne puisse apporter des solutions idoines et appropriées quant à cette dévalorisation de la vie nationale. En effet, il est avéré que la RDC traverse depuis 2019 une crise multisectorielle qui l'empêche de jouer son rôle de catalyseur et de vecteur de développement du continent africain suite à un leadership passif et non éclairé de ses actuels dirigeants. Durant 3 années, le pays est confronté à une crise armée causée de prime abord par le M23, supplétif du Rwanda au Nord Kivu, et dans une autre mesure provoquée par la prolifération des groupes armés non étatiques en Ituri, poussant de la sorte les ressortissants de ces provinces à vivre continuellement dans l'effroi, à côtoyer la mort sans aucune alternative possible. De même, le pays est buté à une dépréciation sociale, économique et monétaire qui non seulement paralyse l'émancipation des conditions de vie du peuple congolais, mais asphyxie également le climat des affaires ainsi que tout indice de développement humain pour le bien fondé de la République. Face à ce désagrégement des facteurs de l'État, les Congolais n'ont guère le choix que d'affronter leur dur destin, en choisissant librement leurs dirigeants pour les 5 années à venir, comme c'est de coutume constitutionnelle. Ils seraient donc appelés à élire leurs gouvernants et représentants à tous les niveaux de la vie politique de leur pays, et ce, malheureusement par le truchement des élections injustes et inéquitables convoquées par une CENI faisant preuve des limites graves, voire d'impéritie continue. Cette décoloration d'une CENI authentique conforme à la Constitution du 18 février 2006 risque de mener à des élections non transparentes, non consensuelles et chaotiques. L'actuelle CENI, accusant un caractère partial, multiplie les dérives discriminatoires contre les uns au profit des autres. Elle a ainsi opté délibérément pour le manque de consensus dans l'organisation du scrutin électoral prochain. Cette dépravation de l'éthique politique enclenchée par elle-même jette un flou artistique dans l'évolution du jeu démocratique et institutionnel de l'État congolais. Agissant de cette manière, la CENI risque de diviser le peuple que de l'unir suite à son refus systématique de répondre aux revendications des parties supposées prenantes au dit scrutin. Pour ce faire, le collectif Les Patriotes, composé de moult sensibilités politiques, se réunit afin de faire blocage à ce processus électoral biaisé qui viole en même temps les droits les plus élémentaires de l'être, qui sont notamment les principes d'égalité pour tous, d'universalité pour tous. Enfin, les patriotes formulent des recommandations à tous les acteurs sociaux et politiques épris par un Congo juste et égalitaire afin de préserver la dignité nationale. 1. Les patriotes exigent l'audit du fichier électoral ainsi que le suivi et évaluation de tout le processus en cours par un membre extérieur et neutre. Union européenne, SADC, Union africaine, Organisation internationale, la francophonie, afin d'éviter tout dérapage. 2. Les patriotes appellent le peuple congolais à exiger des réformes profondes de la CENI pour que pareille honte ne porte plus atteinte aux libertés publiques, celle d'une CENI partiale et éhontée de tout déshonneur. 3. Les patriotes fustigent le manque de sécurité pour les candidats et l'absence de transparence dans les financements du processus électoral dans son ensemble. 4. Les patriotes se réservent le droit de présenter à la nation un plan concerté de sortie de crise dans les tout prochains jours. Les patriotes saluent une fois de plus la cohésion nationale chèrement acquise lors de l'indépendance de la RDC et demandent à Dieu de protéger le peuple congolais dans sa diversité. Je vous remercie. Honorable Tristan Etumba, leader passif et non éclairé des élections injustes et inéquitables d'une CENI
qui accuse un caractère partial, qui multiplie les dérives, une honte. Waouh! Qu'est-ce que vous proposez à la place? Non. D'abord, il faut retenir que là, quand même, nous avons atteint les bas-fonds avec cette CENI, parce qu'elle ne respecte pas suffisamment les revendications des parties supposées prenantes. Vous savez que c'est pour la 4e fois que la RDC va organiser ces élections. Les élections. 3-4 fois, 2006, 2011, 2018. et maintenant 2023. Jamais on a eu autant une CENI dans l'histoire de ce pays n'a provoqué autant de discorde dans le chef des acteurs politiques. Jamais il n'y a eu autant de divergences dans la vie politique de notre pays durant la période préélectorale. Et la CENI, sans le savoir, est en train de multiplier les dérapages. Elle y va sans dire exactement les solutions qu'elle peut apporter par rapport aux déshydratats qui lui sont posés. Mais elle y va tête baissée, elle navigue à vue et tout cela nous inquiète. Et donc, nous sommes convaincus qu'il est temps, pas en étant méchants. Il ne s'agit pas pour nous de poursuivre M. Kadima, qui est président de la CENI, même si nous pensons qu'à la base, il a un peu le péché originel de cette CENI complètement désarticulée. Okay. Mais nous voulons dire qu'il faut absolument des réformes pour rassurer les parties prenantes, pour emmener de la confiance, sinon ça pourra aboutir à un boycott in fine. Réforme pour réformer quoi? Premièrement, il faudrait que la CENI puisse se départir complètement du ministère de l'Intérieur. Si vous observez dans les autres nations, les CENI, les commissions électorales nationales, n'existent pas, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise. Là où elles existent, elles sont réellement autonomes. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ce que nous demandons, il faut que les acteurs qui sont autour du processus électoral ne soient quand même pas tous des ressortissants d'une même province. Ça veut dire aussi gênant. Ça veut dire le ministre de l'Intérieur, il est Moulouba, la ministre de la Justice qui est chargée du contentieux électoral est Moulouba, le président de la Cour constitutionnelle qui lui est le juge électoral par excellence, il est Moulouba. Le ministre des Finances qui est chargé de financer est Moulouba, etc. Non, nous pensons qu'il faut quand même un équilibre géopolitique. Pas parce que nous sommes contre nos frères, ce sont nos frères que nous aimons tant. Moi-même, je suis issu d'une famille au sein de laquelle j'ai mes frères et sœurs Louba, que j'aime tant. J'ai beaucoup d'admiration pour cette province, d'autant plus que du Kasaï et de la tribu Louba. D'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup d'accointances avec la tribu Mongo que j'apprécie. Donc, si on est compétent, on est Louba, on ne peut pas être... Non, nous disons... Si on est compétent. Nous disons qu'il faut quand même... Si se fait que, en cette période, les personnes qui sont compétentes, nous disons, pour les finances, c'est un Louba, pour la CENI, c'est un Louba. Nous disons qu'il faut rééquilibrer géopolitiquement. Je connais les compétents chez les Louba, il y en a plein. Nicolas Kazadi est un homme assez compétent. Mais voilà. Je dois le dire, je dois l'avouer. Peter Kazadi. Kamuleta, je le connais, il est compétent. Peter Kazadi également. Il est compétent. Denis Kadima. Madame Rose, je ne connais pas très bien, mais d'après les informations... Elle est compétente. Ça va, elle fait bien son travail. Elle fait bien son travail. Elle était dans le combat même de la société civile. J'ai même apprécié son discours sur la loi portant sur l'état de siège lorsqu'elle est venue au Sénat pour nous la présenter. Voilà. Alors vous avez des personnes compétentes. Pourquoi vous voulez vous en plaindre? Ce n'est vraiment pas ça la question. Enlevez la casquette Louba. Nous demandons un rééquilibrage au niveau géopolitique sur cette question-là. Deuxièmement, au niveau des réformes de la CENI, nous voulons que ces réformes soient dirigées dans le futur par un membre du prélat. Okay. Regardez que quand c'était l'abbé Malou qui fut président de la CENI, de la CEI à l'époque. De la CEI.
il y avait moins de casse. On dit que c'est le meilleur président C'est le meilleur président de tout, de tous ceux qui ont succédé. succédé. Donc nous pensons que cette neutralité-là pourrait rassurer les partis. Mais il a proclamé les résultats dans un char de combat, il ne faut pas Oui, oublier. mais Hein. il ne faut pas oublier, c'était dans quel contexte? On sortait d'un conflit On armé. avait un Bemba On sortait armé, d'un conflit armé récurrent à l'époque. Le pays venait à peine de se réunifier grâce à la vision du président Kabila, qui avait enclenché le processus de Sun City, qui avait permis que le pays ne soit plus morcelé en 6 factions. Donc, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on est dans une autre période. Donc, je pense qu'il faudrait que les prélats, qui sont neutres, qui sont des hommes censés avoir une certaine morale, puissent réellement diriger cette institution. Je crois que ça permettrait de balayer certains soupçons. Mais il faudrait aussi maîtriser les questions. Allons-y. Quatrièmement, l'audit du fichier électoral. Moi, je crois que ça doit même désormais faire partie d'une disposition constitutionnelle. C'est-à-dire qu'on sait qu'avant même d'adopter la loi électorale, il faut absolument, et que la Constitution exige, il faut absolument que l'audit du fichier électoral se fasse en amont pour ne pas avoir des contestations durant le processus. Voilà les quelques démarches que nous avons. Et la Cour constitutionnelle aussi. La Cour constitutionnelle, rappelez-vous, à l'époque où M. Alexis Tambouamba était ministre de la Justice, il avait proposé une idée qui, à mon avis, était salutaire. C'était celle d'avoir, pour chaque grande province de l'époque, puisqu'on en avait 11, d'avoir un ressortissant issu d'une des chaque province, et la dixième serait accordée à un procureur, au procureur général près la Cour constitutionnelle, et excepté Kinshasa qui serait la 11e. Tout cela, c'est dans le but de rassurer les équilibres. Les équilibres. Et vous savez que l'article 157 de la Constitution qui crée la Cour constitutionnelle exige ce type d'équilibre, exige justement que la Cour constitutionnelle soit impartiale puisqu'elle doit statuer sur la conformité de la Constitution, mais également sur les infractions. C'est pas le cas de cette Cour? Elle n'est pas impartiale? Au président de la République et au Premier ministre. Pas le cas de cette Cour, elle n'est pas impartiale? Je ne dis pas qu'elle n'est pas impartiale, mais disons que si on peut la requinquer et la consolider davantage. Vous estimez qu'à l'allure où vont les choses, apporterait beaucoup de on ne va pas avoir de bonnes élections à l'allure de Kadimala? Oui, je crois que on est mal parti. Nous allons avoir des élections contestées et des élections très mauvaises. Parce que il y a beaucoup d'erreurs. Hein, même dans les listes qui viennent d'être publiées, on a encore relevé des erreurs matérielles. Mais Kadima a rassuré que tout se passe bien, le train est en marche. Kadima a échoué dans son dialogue avec les parties supposées prenantes, ça a accouché d'une souris, on ne sait pas exactement. Le FCC, qui est une plateforme politique la plus grande de la RDC, je vous signale, fait marche en arrière. Elle est même en train de prétendre de boycotter. Ces élections. Fayoulou Madidi, Martin, qui est... Vous boycottez, mais il y a certains d'entre vous qui déposent ici et là. On a vu les Inabo ici et les autres. Dit même que lui n'est pas partant pour ces élections. Il propose une autre solution. Donc je crois qu'on est plutôt mal parti. La politique de la chaise vide ne paye pas. Cette question, tous ces facteurs énumérés nous conduisent droit sur un mur et droit sur l'incohésion nationale. Donc vous voulez un dialogue? Non. Pour rallonger? Moi, je ne suis pas... J'ai parlé dans notre discours de plan concerté de crise. Je crois que il faudrait d'abord que tous les états-majors politiques puissent échanger entre eux et ensuite on donnera une position finale. Mais s'il faut faire des réformes... Mais je voudrais dire que pour nous, les patriotes, nous exigeons des réformes. Mais le dialogue, je voudrais dire que ce qui compte pour le Congo aujourd'hui, ce qui compte pour tous les fils et filles du Congo, en commençant par le président Tshisekedi, son frère Joseph Kabila, le président Kabila et tous les autres acteurs politiques, c'est la paix. Je crois que ça, c'est l'intérêt
l'intérêt commun que nous partageons. Ok. Ça, c'est notre bébé commun. Et nous ne devons pas négliger cette voie de sortie qui Oui, doit mais rester... si on doit accepter les réformes, si le chef d'État reste ouvert à ces réformes, ça veut dire qu'on n'est pas en mesure d'avoir les élections dans le délai constitutionnel. Est-ce que vous pensez que nous aurons les élections dans le délai constitutionnel? Est-ce que vous avez vu M. Kadima respecter le chronogramme? Moi, j'ai même l'impression qu'il est bien au-delà déjà. Oui, mais il est en train de dire qu'il va tenir le délai. C'est pour le 20 décembre. Il va tenir le délai pour des élections qui aboutiront à quoi? À un chaos? À la légitimité des institutions. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut se donner encore le temps d'avoir une CENI bien travaillée, bien structurée. Donc il faut dialoguer. Pour pouvoir affiner. Donc il faut dialoguer et il faut, sérieuses, crédibles. Il faut aller au-delà de 2023. Moi, je ne vous parle pas du dialogue. Dans mon discours, vous n'avez nullement entendu parler du dialogue. Pas de langue de bois. C'est M. Fayoul m'a dit. Oui, mais pas de langue de bois. S'il faut faire des réformes honorables, s'il faut faire des réformes. Les réformes peuvent prendre 4 mois, 5 mois. Ça veut dire qu'on peut aller au-delà de... Ce soir, je ne suis pas là pour vous donner un plan de sortie de crise. Vous savez que j'appartiens à une famille politique. Tout à fait. Il faudrait qu'elle donne son plan. La critique est aisée, honorable, mais l'art est difficile. Il faudrait qu'au-delà de la critique, on propose des choses. Mais lorsque je veux vous cerner, j'ai l'impression que s'il faut faire des réformes, donc on sera obligé d'aller au-delà. Ce n'est pas un glissement, c'est un décalage. De combien de temps? Un décalage de 3-4 mois. Ça veut dire qu'on va marcher sur la Constitution? Pas du tout. Ça veut dire qu'on va préserver la paix et la cohésion nationale. C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui vous rassure que lorsque vous allez signer cet accord, ceux qui vont signer, apposer leur signature vont respecter? C'est-à-dire, quand vous parlez d'accord, on peut sauter de 3-4 mois. Quand vous parlez d'accord, vous faites allusion à un dialogue pour partage de pouvoir. Oui, parce que si vous dites qu'on peut rallonger 3-4 mois pour avoir de bonnes élections, mais les gens qui sont au pouvoir disent que comme on n'a plus qu'à avoir 4 mois, on peut encore en avoir 4 ans. Non, je crois qu'il ne faut pas aller... Ça commence sympa. Je crois qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Il ne faut pas non plus essayer de faire des élections échafaudées et malencontreuses pour la vie des Congolais. Les Congolais en ont besoin. Ils ont besoin de vivre en sérénité. Ils ont besoin de vivre en toute quiétude. Ils ont droit à la vie. Et donc, il ne faut pas non plus empiéter cela. Moi, je crois que si M. Kadima peut les postposer 1, 2, 3 mois plus tard, peut-être plus, je crois que la solution pourrait être trouvée et on pourrait initier rapidement des réformes qui permettraient à ce que l'on rassure les parties prenantes. Maintenant, si ça aboutit à autre chose, je suis mal placé pour le moment à vous le dire. L'histoire, enfin l'avenir, nous en dira certainement autant et plus. Nous avons évolué en état de démocratie, en état de liberté d'expression aujourd'hui, ou est-ce qu'on a reculé? Sauf Félix Tshisekedi par rapport à Kabila. On a reculé. Soyons honnêtes. On a reculé. On a reculé. Quels sont les éléments que vous pouvez étayer? Écoutez, aujourd'hui, on assiste à... D'abord, il y a beaucoup de prisonniers politiques. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Il y en a... je vois Escadella, je Salomon, vois Kabound, je vois Mike Mukebai, Franck qui Diongo, en est sorti il n'y a pas longtemps, je vois M. Mukebai. C'est un recul quand même considérable qu'il ne faudrait pas négliger. Je crois que la liberté d'expression est de plus en plus bafouée. Alors qu'en fait, on a un président de la République qui a l'avantage d'avoir lutté pour la démocratie durant 37 ans. Et je crois que ça émousse un peu l'image. Ça vous déçoit? Vous êtes un peu déçu? Ça me déçoit un peu, sincèrement. Si vous regardez le combat d'Étienne Tshisekedi, ce qui se passe aujourd'hui... Le combat d'Étienne Tshisekedi et de son fils. Son fils a aussi incarné la même chose. Mais je me dis qu'il y a aujourd'hui une disparité entre ce qu'il a mené comme lutte dans le passé et ce que l'on voit aujourd'hui. Je crois même que c'est ce qui avait motivé le président Kabila en tenant compte de sa personnalité, de quelqu'un qui a lutté pour les libertés publiques, comme Joseph Kabila d'ailleurs, avec son père. Je crois que c'est ce qui avait poussé le président Kabila d'imaginer la coalition FCC-Cash qui n'a pas marché malheureusement.
Avec du recul, vous vous dites Kabila était mieux que Tshisekedi? Mais Pour vous, on peut. je ne suis pas là pour les comparer. On est en train de comparer deux présidents. En termes de gouvernance, sincèrement, oui. Kabila. était mieux. Vous préférez demeurer avec Kabila? C'est-à-dire quoi, demeurer? Être toujours fidèle à Kabila comme vous êtes au VFCC ou Bien sûr, je le suis. ceux qui ont traversé et ont dit que Tshisekedi... Ça n'engage que. Beaucoup ont traversé, hein, qui est avec vous. Ils sont Hein. libres de leur mouvement. Bochab, Ils sont libres Manou, de leur mouvement. Je n'ai pas à porter un jugement. Je veux vous embarrasser là quoi un que ce peu, soit sur la question. Parce qu'ils estiment qu'avec Tshisekedi, les choses sont différentes. C'est leur choix. Je n'ai rien à voir avec ça. Mais que pensez-vous de ce choix? Vous ne pensez pas que vous êtes dans l'erreur en restant avec Kabila parce qu'aujourd'hui, les trains sont en marche, hein, les choses. Non, le président Kabila a remis le Congo sur les rails. C'est quand même cette fière chandelle que nous lui devons tous. J'ai toujours dit que, en fait, tout Congolais est un peu kabiliste quelque part dans l'âme. Parce que tout ce qu'il a mis en œuvre à travers ses actions politiques notamment, nous en sommes tous les bénéficiaires, y compris l'actuel président. L'actuel président l'est devenu parce qu'il y a quelqu'un qui avait imaginé qu'il fallait des élections transparentes et démocratiques pour que d'autres arrivent après lui. Donc c'est une réussite, c'est indéniable. Alors si vous dites qu'aujourd'hui il y a du recul, pour beaucoup il y a du recul dans tous les plans, hein. Le dollar aujourd'hui est à 24, je pense même 25. Il est vacillant. Il est vacillant, la situation sécuritaire on en a parlé, si même les libertés d'opinion posent problème. On peut dire que les élections nous ont conduits aujourd'hui à ce gouffre. Je crois qu'au départ, le président actuel avait peut-être une volonté de bien faire. Mais je crois que le temps l'a un peu... Là, quoi? un peu... Tshisekedi a échoué, selon vous? Tshisekedi a échoué. Il y a un vous là qui ne veut pas sortir, il finira par sortir. Qu'est-ce que vous... Répétez votre question. Tshisekedi a réussi ou échoué au cours de son mandat? Bon, écoutez, ça reste un homme qui a ses qualités et ses défauts, comme nous tous. Mais je crois que on pouvait attendre mieux de lui. Et ça nous reste quand même à travers la gorge que, là je parle en tant que Congolais lambda, qu'on n'ait pas obtenu des résultats escomptés. Du gâchis. Hein. C'est plutôt une politique un peu de rupture avec son prédécesseur qui est regrettable. Du gâchis. Oui, c'est un peu du gâchis, oui. Les jeunes qui vous suivent, les jeunes qui vous suivent aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a des jeunes de l'époque coloniale, il y a des jeunes sous Mobutu, des jeunes sous Kabila, aujourd'hui des jeunes qui avancent sous Tshisekedi. Lorsque vous regardez des jeunes, radioscopie de la jeunesse, comment vous entrevoyez l'avenir? Je vois que c'est des jeunes qui se battent et qui aspirent à un qui terminent les études, fort. qui n'ont pas de boulot. Malheureusement, oui. Malheureusement, il qui deviennent de il n'y a Koulouna. aucune politique d'éducation, d'emploi qui est mise sur pied par le gouvernement pour répondre à leurs inquiétudes, à leurs souffrances, malheureusement. Qu'est-ce que les jeunes devraient faire aujourd'hui pour être utiles à leur pays, surtout les jeunes congolais? Je crois que les jeunes ont un devoir de pensée collective pour construire ce beau pays. Je crois que les jeunes doivent se battre en étant suffisamment créatifs, se battre en revendiquant plus leurs droits. J'ai la nette impression que les jeunes ne sont pas toujours intéressés à ce qui les entoure, à la politique, et ce n'est pas une bonne chose. Je crois qu'ils devraient revendiquer plus, ils devraient en demander plus sans avoir honte. Vous savez que lorsqu'on a fait notre sortie, la plupart des gens nous ont dit « oui, mais ça sert à quoi vous le faites pourquoi c'est peut-être pour amuser la galerie ». Non. Il ne faut jamais avoir peur de revendiquer ses droits. Jamais. Et je crois que un droit n'est droit que lorsqu'on sait le revendiquer. Je crois que la jeunesse doit éviter de sombrer dans certaines distractions qui l'empêchent de regarder bien au-delà du mur. On va prendre une dernière vidéo pour finir cette émission. Mais ce sera une vision globale un peu de ce qui se passe en Afrique.
Et on va avoir un regard ici sur le Congo, parce que vous savez qu'il y a deux coups d'état ci et là dans l'Afrique de l'Ouest. Et puis il y a un président qui ces derniers temps, un jeune, il est même plus jeune que moi, mais il m'impressionne beaucoup, celui du Burkina Faso, Traoré. Bon, au Sénégal, il y a un opposant arrêté, pendant que le président en place est celui qui était dans le combat, Macky Sall, curieusement. Au Niger, c'est un coup d'État. Il y a des panafricanistes qui commencent quand même à hausser le temps. Il y a une dame, Nathalie Yamb, je ne sais pas si vous connaissez, Ouais. qui a fait une communication. J'aimerais quand même que vous puissiez entendre sa manière de voir les choses. On regarde ce qui se passe en Afrique, le vent de l'Afrique, ce qui souffle. Et on va réfléchir avec vous sur notre devenir, hein, en fait. Je vous en prie. À tout à l'heure. Pour délégitimer les coups d'État militaires, il faut relégitimer les présidents en poste. Et pour cela, il faut relégitimer les processus électoraux et les contre-pouvoirs. Il faut que tous soient de bonne qualité. Mais vous tripatouillez les listes électorales. Vous tripatouillez les candidatures. Vous tripatouillez la campagne électorale. Vous tripatouillez le déroulé de l'élection dans les bureaux de vote. Vous tripatouillez les résultats. Et une fois arrivé dans le fauteuil présidentiel, vous tripatouillez les constitutions pour vous accrocher au pouvoir. Vous instrumentalisez la justice pour faire condamner ceux qui vous dérangent et absoudre ou protéger ceux de votre clan, même s'il est établi qu'ils sont les pires voyous, voleurs et malfaiteurs de la planète. Vous instrumentalisez les forces de défense et de sécurité pour réprimer les populations et les opposants, vous instrumentalisez les médias pour mentir aux populations et les diviser, vous instrumentalisez le Parlement pour ne jamais avoir à rendre compte de votre gestion et de votre mauvaise gouvernance. Et c'est ça que vous nous présentez comme démocratiquement élu. Ça ne peut pas, ça ne peut plus aller quelque part. Si l'État est malfaiteur, le coup d'État est salvateur. Honorable, réaction. Bon, écoutez, moi je privilégie toujours la paix. La paix est toujours l'élément commun qui doit nous réunir un peuple. Ça doit être la base et le fondement pour tout peuple. Maintenant, ce que Nathalie Yamb dit, je la connais, c'est une panafricaniste Oui. très intelligente, Elle est qui Camille, hein. parfois est un peu démesurée dans ses propos, et qui parfois aussi tient ses propos avec une certaine ténacité coléreuse, telle qu'on la connaît, et cependant je respecte son avis. Mais au-delà de tout ça, moi je voudrais parler au peuple africain. C'est vrai que nous avons été colonisés, c'est vrai que l'impérialisme occidental a causé pas mal de dégâts durant ces 50 années écoulées. Mais c'est vrai qu'il faut un sursaut. Le sursaut, il doit être patriotique, il pourra être continental. Ok. Mais face à tout ça, moi je dis plutôt bonnet blanc, blanc, bonnet. Blanc bonnet. Parce que on est en train de critiquer l'Europe, tout ce qu'elle a fait. Ça n'a pas toujours été salutaire, ça n'a pas toujours été cohérent. Mais il ne faut pas non plus penser que c'est la Russie qui va venir bâtir une nouvelle Afrique. Non. Et moi, je m'insurge sur cette question. Je crois que c'est nous-mêmes, les Africains, qui devons prendre notre destin en main pour prendre la bonne direction, pour faire de l'Afrique un vecteur et même un catalyseur de développement planétaire. Si nous n'en sommes pas conscients et que nous croyons qu'à chaque fois, il nous faut des interlocuteurs. Il faut toujours un maître qui vienne de quelque part. Il nous faut un maître. Et déjà là, on parle de la Chine. De la Chine qui est un peu partout aussi. Je crois que ça, c'est une grave erreur. Et donc, moi, je dois l'avouer que je n'approuve pas essentiellement l'optique menée par tous
ces nouveaux chefs d'État entrant par leur coup d'État, etc. Merci beaucoup, honorable. Fier de votre travail au Sénat. Le Sénat, ça va? Le peuple qui vous suit, le Sénat, vous avez fait un bon travail pendant ces 4 ans, 5 ans. Oui, j'ai légiféré, Vous êtes content de votre... voté. Non, le Sénat en général. Oui, ça c'est très Le bien. travail que vous avez fait, vous êtes utile à quoi pour le Congolais, vous, le Sénat, avec tous les budgets que vous avez? Non, nous avons initié aussi certains contrôles parlementaires au niveau des commissions. Nous avons légiféré. Ça a changé quoi dans la vie des Congolais? Dans notre vécu quotidien? Les travaux que vous avez fait au Sénat, ça a changé quoi? Ça a changé qu'aujourd'hui, on tend vers une levée de l'état de siège. C'est nous qui l'avons provoqué. Oui, mais non, C'est ça dit que important. cet état de siège, là, la manière dont c'est venu et la manière dont ça part. Mais vous, le Sénat, avec Bahati Lukwebo, qu'est-ce que les Congolais ont gagné de vous? La vie des Congolais a changé en quoi grâce aux sénateurs? Non, je pense qu'il ne faut pas, et ça je l'ai toujours dit, les gens ont tendance à croire que plus on occupe certains postes, et plus on est appelé à dépasser les attributions constitutionnelles qui vous sont accordées. Il faut d'abord retenir que nous faisons partie du pouvoir législatif. Et que le pouvoir législatif, son premier rôle, c'est de légiférer. Son deuxième rôle, c'est d'effectuer des contrôles parlementaires. Et nous l'avons fait très sérieusement. Je crois que nous avons eu à adopter plus de 20 lois. Mais là où je suis resté sur ma soif durant cette législature, c'est surtout au niveau des contrôles parlementaires. Qui ont été assez timides. Okay. Ils ont été assez timides. Tout ce qu'on retient de vous, c'est de sacrifier Matata. On n'est pas arrivé jusqu'au bout. On a retenu de vous seulement de sacrifier Matata ou le conflit Bahati-Matata. C'est-à-dire quoi, sacrifier Matata? Vous l'avez livré à la justice, Matata. Qui vous dit que les deux sont en conflit? Mais ils se sont tirés dans les médias. Oh, écoutez. Vous n'avez pas suivi les médias? Vous voulez que je me mette la vidéo? Écoutez, vous êtes un peu conciliant et modéré, mais laissez-moi vous dire. Écoutez, vous n'avez pas suivi Matata? On est en politique. on est en politique, ça veut dire? De ce que je sache, les deux n'ont aucun problème. Ils s'entendent plutôt assez bien. Assez bien dans le média, ce qu'on a vu. Écoutez, Bahati refuse que Matata revienne. Chacun essaye. Comment vous, les sénateurs, vous livrez un sénateur, on l'entend, c'est fini, il revient, vous refusez qu'il rentre. Vous dites qu'il est... Vous n'étiez pas là lorsque nous n'avions pas levé les humilités il s'est retrouvé à la justice alors comment? Par quelle magie? Nous ne l'avions jamais livré. Il se retrouve à la justice comment? Pas du tout, non. Merci beaucoup. Je vous remercie. Fallait vous titiller un peu. Allez, c'était... Merci honorable Etumba d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. Merci beaucoup. Même si par moments vous voulez sortir et vous contrôler, mais bon, à un moment donné vous avez lâché 2-3 choses. C'est quand même sorti. Allez, merci à vous, fidèles téléspectateurs, de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. C'était un réel plaisir d'avoir le sénateur Etumba sur ce plateau, qui a étoffé son argumentation. À vous aussi. Si vous voulez venir réfléchir avec nous, le sénateur, quand il sera dispo, on sera heureux qu'il revienne, parce qu'on sent qu'il y a de la matière, et ça c'est très bien. On pense seulement que les jeunes du Congo boivent, mangent. Ils sont dans les bars et il y a un docteur en droit là. Vous avez senti... Bon, peut-être lui, heureusement qu'il est le fils de Etumba. C'est pas ton fils. Je ne suis pas allé au bout. Hein. Allez, merci à l'équipe technique. 2 matchs avec nous. Je vous disais tantôt que pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Merci, honorable. Allez, ça marche là.